Merci de votre fidélité sur CNews. Place à présent au grand débat d'actualité des voix de l'info. Au programme, le sommet. Ce sommet sur le climat à Paris, encore un, vous pouvez dire, mais pourquoi faire? Ce sommet, c'est le One Planet Summit qui a regroupé une soixantaine de dirigeants dans la capitale. Alors, au-delà du nom et de la communication, ce grand rassemblement pose une question essentielle. C'est la question de l'argent, de la finance, des moyens concrets. C'est le nerf de la guerre dans cette bataille pour le climat. Alors que nous voyons ces images en direct sur l'île Seguin de ce grand rassemblement, plus d'une soixantaine de dirigeants. On va en parler avec nos invités. Je vous les présente de nouveau. On est avec Lionel Zinsou, merci d'être là, économiste, ancien Premier ministre du Bénin, président du réseau des investisseurs africains. À vos côtés, nous avons Frédéric Dabi, bonsoir, directeur général adjoint de l'IFOP, notre spécialiste des questions scientifiques, Michel Chevalet. Nous accompagne également notre chroniqueur économique, Jean-Luc Bombaud, Anne-Claire Ruel, qui est professeure, qui est également spécialiste de communication et fondatrice de l'agence Le Board, et François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Et tout d'abord, madame, messieurs, ça t'appelle, ce cri d'ailleurs du président français Emmanuel Macron tout à l'heure. Ce qui est en train de se jouer ici est une nouvelle étape de notre combat collectif. Et je le dis devant beaucoup de jeunes qui sont présents dans cette salle et que je veux aussi saluer. On est en train de perdre la bataille. Il ne faut pas se tromper. On passe un très bon moment, tout est formidable parce qu'on se retrouve, il y a beaucoup de gens qui s'apprécient ou qui se découvrent, et ça peut paraître un très bon moment. Mais on est en train de perdre la bataille. Quand je dis qu'on est en train de perdre la bataille aujourd'hui, je veux que vous preniez conscience que derrière moi, il y a des chefs d'État et de gouvernement. Dans 50, 60 ou 100 ans, il y en a 5, 10, 15 qui ne seront plus là. Tout simplement. Ça veut dire ça, ce qu'on est en train de faire. Et on ne pourra pas dire qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on est en train de décider à ne pas changer. On décide juste qu'il y en a plusieurs autour de cette table qui vont disparaître, leur population avec eux. Et donc la question pour les leaders qui sont aujourd'hui présents, c'est de savoir si on veut accompagner ça, parce qu'on ne pourra plus expliquer à qui que ce soit qu'on ne savait pas. Voilà, ce sont des mots forts, Lionel Zinsou, mais justement, à force d'écouter des mots forts, à force de se dire, eh bien, on a perdu la bataille, il faut un choc pour la planète, attention, il faut se remobiliser, est-ce qu'on n'est pas en train d'anesthésier quelque part cette cause à force de tirer sur la sonnette d'alarme? Elle est un peu usée, cette sonnette. Ah non, pas du tout. Non. C'est vrai que ça a rappelé un petit peu l'expression de Jacques Chirac, notre maison brûle. Il y a quelque chose d'aussi fort. Enfin, il y avait 60 chefs d'État et de gouvernement derrière lui. Et puis devant lui, comme vous l'avez vu sur les images, il y avait aussi des dizaines et dizaines de chefs d'entreprise, avec au premier rang Michael Bloomberg, Bill Gates, un peu le meilleur de l'Amérique, et puis des chefs d'entreprise français qui ont pris hier à plus de 90 des engagements extrêmement précis. Et donc, ce qui ne s'use pas, en fait, c'est la volonté, notamment des milieux économiques, des entreprises et des financiers, de participer à la mobilisation financière. Donc, c'est beaucoup un sommet de mobilisation financière. Il y a 2 ans, il y a des engagements généraux qui ont été pris, et puis maintenant, il faut le traduire concrètement. Et les chefs d'État des pays qui sont menacés de disparition, par exemple les pays insulaires, mais aussi qui sont menacés d'appauvrissement très significatif. Par exemple, les pays africains, certains pays des Caraïbes, certains pays d'Asie du Sud, qui ont à la fois, au fond, les stigmates de la désertification, de la destruction des sols, de l'érosion côtière, qui sont les plus touchés et les moins émetteurs de CO2. Donc les messages qui sont entendus sont quand même très précis, et notamment pour les Africains. Il y a beaucoup d'argent sur la table, il y a beaucoup de promesses, et maintenant il y a des promesses privées. Parce que c'est clairement pas les grands pays seulement qui vont payer en tant qu'État, c'est pas les contribuables. Ça va être beaucoup d'argent privé parce qu'il y a des opportunités commerciales dans ces investissements verts. Mais est-ce que cet argent sur la table va aller jusqu'aux petits projets en brousse de mini-réseaux d'électrification, d'amélioration de l'agriculture familiale? Pour l'instant, on ne sait pas passer des grandes institutions et des milliards promis à la myriade de petits projets. Les small, beautiful, c'est bien de faire de nombreux petits projets, mais c'est unfinanceable. On ne sait pas les financer. Et ça a été dit ce matin par la Banque mondiale très bien. Il y a maintenant une volonté d'arriver à rapprocher cette offre et demande urgente
de capitaux. Donc c'est un sommet très concret. Je crois qu'en ce moment, les chefs d'État sont en train de prendre des engagements concrets des États. Mais hier, à Bercy, les financiers... On voit cette image, l'obélisque de la Concorde qui est illuminé aux couleurs de ce sommet. Mais ça doit être des LED, hein. Ça doit, je pense que ça doit... C'est une évidence. Soyons raccord quand même avec le sommet. Michel Chevalet, on vient d'écouter ce qu'a dit Lionel Zinsou. On va revenir aussi sur les pays africains, parce que ce sont les plus vulnérables, mais sur les mots utilisés par le président. C'est vrai, de Jacques Chirac, en passant d'ailleurs par Nicolas Sarkozy, par François Hollande, jusqu'à Emmanuel Macron, combien de fois il faut tirer cette C'est un côté de déjà vu, ça déjà entendu. Mais moi, je retiens quand il dit on a perdu la bataille. Mais la bataille, elle est perdue sur le plan du réchauffement. C'est-à-dire, c'était la bataille des 2 degrés qui avait été lancée par les politiques, parce qu'il fallait bien, à la COP21, annoncer quelque chose, c'est-à-dire un cadre. Et là, on a dit, on va limiter à 2 degrés. Mais par derrière, dans les coulisses, j'étais à la COP21, les scientifiques, ils touchaient du coup, ils disaient, attends, on va les dépasser. En raison de, même si on arrêtait aujourd'hui de brûler le moindre gramme de carbone, tout le CO2 qui est dans l'atmosphère, le gaz carbonique, va rester pendant... La moitié est absorbé par les océans et puis par les forêts. Mais il reste dans l'atmosphère, il sera actif pendant un siècle. Donc l'inertie du système, en roue libre, on va dans le mur, on dépasse les 2 degrés et on parle de 3,5. C'est-à-dire, pour la planète Terre, c'est un changement. C'est un bouleversement. Là, voilà, 2 degrés. Notre société va être capable de s'adapter et de réagir. 3,5 en moyenne. C'est-à-dire qu'à des endroits, ça sera 7, 8 degrés. Ça va être très, très difficile. Alors voilà pourquoi je dis, moi, on va dans le mur, et il a raison de dire, on a perdu la bataille. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Pas la mener, voilà. Évidemment. Alors justement, il faut la mener au niveau des États. Vous l'avez rappelé, il faut la mener aussi au sein des grands groupes, des plus petites entreprises. Est-ce qu'il faut la mener aussi au niveau des citoyens, même dans une prise de conscience, Frédéric Dabi, par rapport à ces alertes comme celle-ci, aujourd'hui on a perdu la bataille. Comment réagit l'opinion publique par rapport à ces grandes déclarations? Je pense qu'il y a un vrai décalage. Il y a un intérêt, d'une part, limité pour ces sommets internationaux qui sont vus comme des machins, si je puis citer quelqu'un de célèbre, parce qu'on a vu COP21, COP22, et le feuilleton des différents sommets fait apparaître de manière cruelle le sentiment qu'il n'y a pas de solution, et c'est, je dirais, accéléré par la prise de parole du président de la République. Pour autant, il y a un intérêt grandissant des Français pour ces questions. Le réchauffement climatique, ça ne s'inscrit plus dans une macro-écologie qui n'intéresse pas, mais c'est l'écologie de la quotidienneté. L'écologie micro, pour reprendre votre image sur les petits projets, c'est-à-dire ça a des impacts sur sa vie quotidienne, sur la santé. De ce point de vue-là, on voit une vraie mobilisation de l'opinion. Alors, il faut convaincre, il ne faut pas dramatiser à outrance. La participation des entreprises, c'est un vrai sujet, c'est une vraie nouveauté par rapport à la COP21 et par rapport à la COP22, mais il peut y avoir un effet pervers, le soupçon de greenwashing, le sentiment qu'elles sont là pour s'acheter une bonne conscience et que elles sont en fait plus responsables que les citoyens. Mais clairement, sur ces sujets, l'opinion bouge, je dirais, dans le bon sens. Alors l'opinion bouge et réclame des actes. Je vous lis là à l'instant sur les réseaux sociaux ce que disent nos téléspectateurs. C'est Steph qui vous dit encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots de la part de nos dirigeants. On verra quand même que c'est beaucoup plus nuancé avec vous, Lionel Zinsou. Et on va intervenir aussi sur la forme, Anne-Claire Ruel, la communication. C'est important parce qu'il y a une ombre qui plane sur ce sommet. C'est l'ombre américaine, celle de Donald Trump qui a donc décidé de quitter l'accord climat. Écoutez ce qu'en a dit Emmanuel Macron lors d'une interview à nos confrères de la CBS. Il appelle en fait Donald Trump à revenir dans le giron de cet accord, mais il ne négociera rien du tout. On l'écoute. It's extremely aggressive to decide on his own, just to leave. I think it's a big responsibility in front of the history, and I'm pretty sure that my friend President Trump will change his mind in the coming month or years. You think he'll change his mind? Yes, I mean, I'm not ready to renegotiate, but I'm ready to welcome him if he decides to come back. Alors, il y a toujours une part, et attention, de fond et de forme, et de communication. Anne-Claire Ruel, là, Emmanuel Macron nous dit, mais c'est finalement l'Europe, la France, qui est leader, qui occupe une place vide, laissée par les États-Unis. Exactement, on voit qu'il prend un peu la foulée entamée par Obama, en fait. Il se présente, d'ailleurs, c'est intéressant dans la personnification des mots. L'utilisation du jeu. On voit très bien que c'est une posture, effectivement, de communication, puisque Donald Trump ne reviendra pas de toute façon sur cette décision, qu'il
engage peu finalement, puisque les entreprises en elles-mêmes ont décidé finalement pour certaines de jouer le jeu. Et Emmanuel Macron, comme ça, campe une posture un peu européenne, un petit peu souverainiste sur la question. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit précédemment, qui était très intéressant. Mais je vous remercie, ça arrive. Ça arrive très très souvent. Moi, j'ai plus d'une trentaine d'années, voilà, une petite trentaine d'années. Ça fait des années qu'on entend à l'échelle de ma courte vie que plus tard il sera trop tard et qu'il faut agir maintenant. Les messages qui ont déjà été déployés en 1992 au sommet de Rio. Je vous rappelle qu'on fête Kyoto, donc le 11 décembre, c'était les 20 ans. Le texte est toujours en vigueur, que je sache, jusqu'à ce que les accords de Paris entrent en scène. Quand on interroge un peu, je suis enseignante par ailleurs, les étudiants sur la question, qu'on leur fait étudier des textes de Hans Jonas ou d'autres, effectivement, ils ont conscience que le plus grand danger, finalement, c'est l'homme. C'est plus tellement la nature qu'il faut domestiquer. Mais que fait-on actuellement, effectivement, que fait-on? On a l'impression qu'il y a une forme de démotivation. Il y a une sorte de conscience aussi de décryptage de la communication, justement. Est-ce que c'est du greenwashing? Ce qu'on pouvait dire, est-ce que les entreprises se rachètent une bonne conscience en participant à ces sommets, mais que derrière, ça n'est pas suivi par les faits? Et il y a aussi l'idée aussi d'être beaucoup plus acteur dans sa vie, d'être responsable soi-même, c'est-à-dire d'acheter avec son porte-monnaie aussi des produits qui viennent aussi Bien sûr, c'est important ce que vous dites là, parce qu'aussi on parle en fonction des générations auxquelles on appartient et puis des messages qu'on reçoit, et ce sera très important, vous allez nous le dire Lionel Zinsou, comment aussi les générations des différents pays africains, où il y a des générations très jeunes, reçoivent ces messages-là en attendant que les promesses de financement se concrétisent. On va tout d'abord rejoindre notre correspondant Loïc Signor qui est sur place, qui est sur l'île Séguin. Loïc Signor, je ne sais pas si vous avez écouté le début de ce débat, mais avec notamment Lionel Zinsou qui était ce matin au sommet, on se demandait aussi quels sont les actes. Je crois que des mesures concrètes, ou en tous les cas des grandes lignes, vont être annoncées dans peu de temps. Eh bien, en tout cas, l'entourage du chef de l'État vient de nous donner des précisions, et notamment des précisions de financement de cette lutte contre le réchauffement climatique. Elles viennent d'une part de la fondation Bill Gates qui va investir 300 millions de dollars dans cette lutte contre le réchauffement climatique. La Commission européenne va également investir. L'ensemble des chefs d'État présents aux côtés d'Emmanuel Macron va également mettre de l'argent. La France, au final, tout cela pour arriver à 1 milliard de dollars pour la première initiative concrète, finalement, cette récolte de fonds à échelle mondiale pour accélérer sur la transition énergétique. Il y a aussi ces banques, ces assurances en France, mais également aux États-Unis, qui ont décidé de mettre de l'argent. Cela a été annoncé hier lors d'un dîner qui réunissait Michael Bloomberg et les principaux donateurs, mais également les dirigeants présents, invités par Emmanuel Macron à ce sommet. Bref, beaucoup d'initiatives concrètes, financière, c'est ce que voulait le président de la République, qui ne croit pas au final, c'est le message implicite, dans le multilatéralisme prôné par les différentes COP. C'est un moyen de court-circuiter aussi les 2 dernières COP, celles qui ont eu lieu au Maroc et plus récemment en Allemagne, d'où sans doute aussi l'absence remarquée ici par certains de la chancelière Angela Merkel. De là à imaginer un coup de canif dans le contrat qui unit la France et l'Allemagne sur ce genre de sujet. Il n'y a qu'un pas, nous verrons quelles seront les initiatives que prendra l'Allemagne dans les mois, dans les années qui viennent sur ce sujet où Emmanuel Macron veut très clairement incarner le leadership mondial. Merci à vous Loïc, et vous avez entièrement raison, cette remarque, l'absence d'Angela Merkel. On va l'analyser, Lionel Zinsou, sur les premières informations que nous a communiquées Loïc. Donc la fondation Bill Gates, 300 millions de dollars, la Commission européenne, d'autres pays également pour un montant ou une enveloppe totale d'1 milliard de dollars. Alors il y a... C'est rien. Enfin, c'est par rien. rapport à l'énormité des besoins, c'est rien du tout. Voilà, la réponse est claire. Vous étiez parti sur 100 milliards et vous êtes à 1 milliard. Vous étiez parti sur 100 millions, vous allez avoir 1 million. Non, c'est pas du tout ça. Alors ça, c'est une ressource. C'est une ressource. C'est une ressource additionnelle de façon à permettre aux projets, à élaborer les projets pour leur permettre de trouver leur financement. Les efforts consacrés dans le monde à la transition écologique sont considérables. On dit que pour l'Afrique, ça va être de l'ordre, quand on sera à pleine puissance, de 100 milliards par an. Ça paraît un chiffre énorme.
Ayez en tête que le PIB, la valeur créée, la richesse créée tous les ans en Afrique, c'est 2500 milliards de dollars. Donc ça sera 4% du PIB de l'Afrique. L'Afrique investit plus de 20% de son PIB. Donc sur les 500 milliards qui s'investissent chaque année, il y aura investissement vert 100 milliards de dollars. Parce que les chiffres, de temps en temps, ont l'air improbables, tellement ils sont considérables. Mais est-ce qu'ils sont concrets, Lionel Zesson? Mais c'est tout à fait concret. Des promesses. Est-ce que souvent, quand je vous ai reçu sur ce même plateau, vous nous disiez il y a les promesses de financement et nous, on attend. Enfin, les pays africains, en tous les cas, attendent aussi de les recevoir, j'allais dire, concrètement. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé un réseau des investisseurs africains en disant, mais nous-mêmes, alors, les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les fonds de capital d'investissement, les fonds souverains d'Afrique, qui élaborent de l'épargne africaine tous les ans et qui doivent gérer à peu près tous ensemble à peu près 1000 milliards, ils sont également des acteurs. On ne compte pas que sur les flux d'entrée et on compte bien les mélanger et on compte bien d'utiliser la propre épargne africaine comme catalyseur. Mais évidemment qu'elle ne suffira pas. Cela étant, 100 milliards, c'est pas un chiffre mirage. 100 milliards, c'est 4% du PIB de l'Afrique et c'est à peu près 1/5 de l'investissement régulier de l'Afrique. C'est pour ça que ça fait des chiffres considérables. Là, c'est tout à fait différent. C'est un fonds qui va aider les projets à être élaborés pour trouver mieux, plus facilement l'accès à ces centaines de milliards. Il ne faut pas dire que ça se substitue aux centaines de milliards nécessaires. Très bien. On voit que vous êtes un investisseur, que vous êtes d'une certaine façon un banquier, que vous réunissez un réseau. Mais dites-nous ce que signifie financer la lutte contre le réchauffement climatique ou la transition écologique. Qu'est-ce que ça signifie? Investir dans quoi? Dans l'innovation, dans des équipements, dans des usines. Je voudrais que vous alliez dans ce concret-là, pour que l'on comprenne. Oui, et éventuellement dans des subventions, dans des exonérations. Vous disiez quelque chose de très juste. Les consommateurs, les Français, et puis dans le monde entier, achètent de plus en plus de produits qui leur semblent, par exemple des automobiles électriques ou hybrides, qui leur semblent aider à ce que la planète vive mieux. Ils achètent différemment leurs produits frais, agricoles, etc. Et on peut parfaitement, et on le fait, au lieu de financer les énergies fossiles, c'est ce que Nicolas Hulot a annoncé tout à l'heure, ce qu'il a dit ce matin, subventionner les énergies renouvelables. Et c'est bien ce qui se passe quand des Français achètent des kits solaires. Et c'est bien ce qui se passe quand, dans une Afrique plongée dans l'obscurité, les mêmes kits solaires vous apportent tout d'un coup la lumière et l'électricité. Et là, il y a des éléments de subvention et d'exonération. C'est ça, financer. Et puis, c'est des banquiers aussi qui vont vous prêter de quoi acheter votre kit solaire pour équiper votre maison. C'est très concret. Alors, il y a ces moyens concrets. Il y a ce qui se passe aussi, c'est un petit peu la forme, la communication, je le signale. On voit un petit peu les monuments à Paris qui s'illuminent, comme vous l'avez dit, avec des ampoules LED, des couleurs de ces sommets. Également, l'hôtel de ville de Paris. Au-delà de tout cela, Jean-Luc Gombault, je n'ai pas rappelé tout à l'heure, c'est important. C'était il y a quelques semaines, je crois, il y a eu un appel fracassant, on va dire, à la une du quotidien du soir Le Monde, avec plus de 1500, c'est bien cela, 15 000. 15 000 scientifiques qui avaient vraiment, alors là, tiré la sonnette d'alarme. Mais quand ça vient de scientifiques aussi rigoureux, reconnus que ceux qui avaient signé cet appel dans Le Monde, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Mais il s'est passé ce qu'a dit Macron en introduction de cette journée. Il n'a pas dit nous avons perdu la bataille. Nous sommes en train de la perdre. C'est pas uniquement pour mettre mon petit grain de sel. Mais c'est un peu quand même un petit peu différent. Donc évidemment, ils ont alerté à nouveau et ils ont dit nous sommes en train de perdre la bataille. M. Zinsou disait qu'il était prévu de mettre 100 milliards. Mais en réalité, ils existent déjà, parce que c'est important à préciser. Si vous prenez simplement ce qu'on appelle les green bonds, c'est-à-dire les obligations qui s'investissent dans des projets de transformation climatique, c'est bon. M. Zinsou vient d'en donner quelques-uns, mais on pourrait évidemment en développer le solaire, développer l'éolien, etc. Enfin bref, il y a plein de projets possibles. Et effectivement, c'est le contact concret de ces investissements pour leur permettre de voir le jour. On est quand même déjà à 150 milliards déjà investis. Alors évidemment, par rapport... Et je ne parle que des green bonds, c'est-à-dire des obligations vertes. Donc c'est pour ça que ce milliard apparaît un petit peu, je dirais, mesquin, on pourrait dire, par rapport à ce qui est
déjà fait. Ce qui est déjà fait, c'est donc pas exactement des projets. Sur un point, quand même, Madame Merkel n'est pas là. Pourquoi ? Elle est en négociation et la question écologique est majeure dans ces négociations pour la construction de sa coalition. Non, je veux dire par là que Macron, évidemment, comme que la nature, même polluée, a horreur du vide. Eh bien, Trump n'est pas là. Macron est un peu... Madame Merkel est un peu absente. Il prend le fauteuil immédiatement. Il dit c'est moi qui vais m'en charger. Et enfin, une dernière chose, c'est quand même une réunion extrêmement importante. Parce que jusqu'à présent, que nous disent les écologistes ? Ils nous disent faisons de la transformation climatique, un changement climatique, ça va créer des emplois, etc. Bien sûr, ça va créer des emplois. Mais moi, je vous fais 3 centrales nucléaires, ça crée aussi des emplois. C'est pas tout à fait la même chose. Le problème, c'est que, effectivement, si on veut nettoyer les écuries d'Augias, il va falloir mettre de l'argent. C'est-à-dire, ça ne se nettoiera pas tout seul. Ce n'est pas vrai. Et justement, les hommes d'argent sont présents. Et là, avant, ils étaient spectateurs dans les différentes COP. Là, ils se prétendent comme acteurs. Et vous nous direz pourquoi ils sont acteurs ? Parce ils ont évidemment conscience de ce défi. Et également, eh bien, ça leur profite. On verra, Lionel Zinsou, que s'il y a des investissements à long terme, c'est bon pour le rendement. Michel Chevalet, on reste encore sur le signal qui va être donné par cette journée pour nous, pour les citoyens qui sommes loin de ces grandes banques, qui sommes loin de ces grands dirigeants. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui ? Je m'interroge. Je m'interroge parce qu'il y a d'un côté des annonces sur les financements, et puis de l'autre côté, je sais qu'on fait un peu du réchauffé des choses qui ont déjà été dites. Bon, c'est vrai qu'on va développer, on va arrêter, comme l'avait dit Hulot, la vente de voitures. Enfin, attention, on est dans le cadre de l'Europe. Il faut que tous les pays européens le fassent en même temps. Sinon, vous irez acheter votre voiture, rien n'interdit d'ailleurs. Donc, on va interdire les voitures à combustible fossile en 2040. Ça, on va le renforcer. On va accélérer l'électrification du réseau des bus, sur les transports. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Mais à mon avis, tout ça, c'est du réchauffé. On vous sert le même plat, on a changé un peu la sauce autour, c'est très bien présenté, c'est très agréable, mais finalement, ça ne changera pas grand-chose dans le déroulement de la machine économique et industrielle, surtout industrielle qui est en route. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, changer une société industrielle. C'est là où, si vous voulez, la lutte contre la précarité, le chômage, etc., ça parle immédiatement, parce qu'on sait qu'on peut créer des emplois cette année, l'année prochaine, l'année suivante, etc. La lutte contre le réchauffement climatique, on vous dit ce sera dans 10 ans, dans 40 ans, dans la génération suivante. Donc ça ne parle pas de la même manière ça ne parle pas au public. Je suis d'accord avec vous, mais les comportements peuvent changer. On l'a vu sur le recyclage des déchets, trier ces déchets, il y a encore 30 ans. C'est la pollution quotidienne. Ça paraissait complètement en dehors de la réalité des Français. Maintenant, tout le monde le fait et ça vient même... Vous nous parlez de recyclage des déchets, c'est très important. Lionel Zinsou, parlons de ce que voient les générations en Afrique. Ils voient sur leurs yeux, ils touchent du doigt le réchauffement climatique. Ils voient la désertification, ils voient les fleuves et les rivières reculer, ils voient les paysages des villages complètement changer. D'ailleurs, vous-même, je crois que vous me l'avez décrit une fois ici sur un certain village, on le voit aujourd'hui à l'œil nu. Est-ce que l'urgence est la même partout aujourd'hui ? Est-ce qu'on a la même conscience aiguë de cette urgence-là ? Non, le paradoxe, c'est que le continent qui ne pollue pas, le continent qui a encore la grande forêt équatoriale et qui, net, au fond, est le moindre émetteur de carbone, est aussi le plus touché. Et il est touché par des alternances de sécheresse catastrophique, très récemment encore dans la Corne de l'Afrique, et d'inondations, très récemment encore dans le Sahel. Et évidemment, toutes les habitudes culturelles changent. Culturelles et d'ailleurs culturelles, mais dans l'agriculture, tout change. Parce que les précipitations n'ont plus du tout le même régime. Vous ne savez plus du tout aujourd'hui quand vous êtes en saison des pluies ou en saison sèche. Et du coup, vous pouvez manquer complètement des récoltes annuelles et aller encore plus dans l'appauvrissement. Vous avez l'appauvrissement des sols. Nicolas Hulot insiste toujours là-dessus, mais il a vraiment raison, parce que ça, vraiment, toute la population africaine voit cette déperdition de nutriments dans les sols et cette pauvreté des sols et cette baisse des rendements. Donc vous avez le spectacle immédiat, et l'érosion côtière est très frappante. Je veux dire, la disparition de la lagune de Saint-Louis du Sénégal, c'est une modification de paysage considérable, mais c'est une modification économique et sociale terrible, évidemment, pour les pêcheurs, etc. Donc vous avez une vision extrêmement claire du continent qui n'est absolument pas coupable,
mais qui est clairement le plus vulnérable. Et comme Et il a le moins paradoxe. de moyens financiers pour s'adapter, c'est vrai qu'il faut faire un effort particulier pour être capable, parce que ça se passe vraiment au niveau local, au niveau et très près des gens, très près des gens. C'est-à-dire, si vous voulez, la motivation d'avoir de l'électricité pour pouvoir tirer de l'eau avec une pompe solaire et d'avoir enfin de la lumière alors qu'on n'en a jamais eu et qu'on est quand même 600 millions à ne pas en avoir dans le continent, c'est des motivations extrêmement quotidiennes. C'est encore plus quotidien que le sentiment du citoyen français que c'est mieux s'il a une voiture hybride. Et qui est quand même un changement industriel extraordinaire Est-ce et qu'on qui a a bien eu compris, lieu. Lionel Zinsou, qu'on perd ou on gagne, je ne sais pas si on va gagner, mais qu'on est ensemble sur le même bateau de Elle est transport? complètement solidaire, Ah oui, complètement mais est-ce qu'on l'a solidaire. compris? On va écouter à ce sujet justement, et il dit la même chose que vous, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. L'enjeu climatique, l'enjeu écologique, l'enjeu environnemental, c'est à la fois un problème et c'est une extraordinaire chance, parce que c'est un enjeu qui concerne chacune et chacun d'entre vous et d'entre nous. C'est-à-dire qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit croyant, qu'on soit non-croyant, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit au nord, au sud, nous allons ou perdre tous ensemble ou gagner tous ensemble. Mais en fait, on va gagner tous ensemble. Alors évidemment, on peut être d'accord avec cela, François Mais Dorcel, parce je qu'il n'y a suis pas de bons tenté sentiments. d'approuver Nicolas Hulot. Ah, ça arrive. alors. Non, bien sûr, parce que ce qu'il dit, c'est en tout cas une note d'espoir. Quand autrement, on vous prêche perpétuellement l'apocalypse, il est déjà trop tard, c'est perdu, c'est foutu les gars, ça n'entraîne pas vraiment à lutter contre le fameux réchauffement, ou plutôt ça fait un peu, comme dit Michel Chevalet, à réchauffer. Et puis il y a quelque chose qui est une autre source d'optimisme, c'est le comportement des actionnaires, paradoxalement, notamment avec Exxon. Ils ont convoqué une assemblée générale et ils ont voté à plus de 62% en mai dernier pour une plus grande transparence en termes d'émissions de CO2. Et je pense que c'est effectivement tripartite ces histoires, c'est-à-dire que les citoyens doivent faire pression sur les États, qui eux-mêmes doivent encadrer les entreprises, et les entreprises jouer le jeu de cette transition. Ah, il y a deux possibilités pour trouver cet argent pour la finance verte. Il y a, comment résumer ça, la carotte ou le bâton, c'est-à-dire des taxes, encore des taxes. Est-ce que vous êtes favorable, Jean-Luc Gombois, à des taxes? Attention à ce que vous allez dire. Non, mais vous remarquerez que cette affaire de taxe carbone, de taxe écologique n'est pas présente véritablement dans Taxe le débat. Tobin. Oui, Il y a des souvenirs fâcheux en France oui, sur les oui, taxes les autres carbone pays qui ne fait suivent pas. que les politiques ne vont pas vers ce chemin-là. Oui, D'ailleurs, non, ça mais a justement, coûté aussi un milliard. mais ce que je veux dire par là, c'est que on s'aperçoit d'une chose en réalité, que les gouvernements ne peuvent pas vraiment faire quelque chose. Ils ont lancé un appel d'alerte politique qui mobilise les gens, mais maintenant, quand on regarde l'ensemble des problèmes qui se posent actuellement sur la planète, on sent bien qu'il y a une crise de l'organisation internationale, de toutes ces... On voit bien, sur chaque dossier, on voit bien qu'il y a un véritable problème. Donc là, la parole va être donnée aux financeurs, aux gens qui vont... Il y a dans le monde 100 000 milliards d'obligations qui se promènent dans le monde et qui souvent cherchent où on peut investir. Si vous voulez chercher pourquoi aujourd'hui tout monte, Wall Street, le marché obligataire, l'immobilier, il y a une spéculation absolument considérable parce qu'il y a un problème de débouché sur l'ensemble des capitaux qui existent et qui se promènent dans le monde. On en offre un, on en propose un. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que je crois que cette réunion est extrêmement importante. Et puis, Jean-Louis, c'est devenu rentable. Et ça attire beaucoup de capitaux. Les financiers. Et regardez une chose qui était très frappante ce matin. Le Maroc a montré des images de sa centrale nucléaire, de sa centrale solaire, excusez-moi, Nour, et a expliqué que le parc d'éoliennes du sud du Maroc a atteint le coût le plus bas connu de l'électricité, c'est-à-dire moins cher que le charbon. Et ça change complètement les modèles économiques. C'est-à-dire que le renouvelable est devenu très accessible, rentable. Alors, il y a des risques encore. Et ce qu'a dit la Banque mondiale, ce qu'a dit la France, qu'a poussé la France aujourd'hui, c'est on va, pour les pays où c'est encore risqué, c'est quand même peut-être plus difficile d'investir dans certains pays instables et qui sont très très touchés par le changement climatique qu'au Maroc. Et donc là, la communauté internationale va prendre le risque, va dire aux investisseurs, si ça se passe mal, s'il y a des problèmes politiques,
Au moment où vous aurez mis 100 millions dans une centrale d'énergie renouvelable, et s'il y a une interruption de votre exploitation, on prend le risque, on vous assure. Et la Banque mondiale, l'AFD, toutes ces institutions vont maintenant assurer le risque des pays les plus risqués, de façon à clairement montrer le signal. C'est rentable en soi, mais il peut y avoir des conditions extérieures, politiques et autres, et il peut y avoir du terrorisme, etc. Eh bien, on va vous assurer de façon que vous soyez attirés à investir, même dans les pays les plus difficiles. Vous vous rendez compte qu'on est en train de dire que la survie du genre humain est devenue rentable? C'est fondamental. C'est ça qui est nouveau. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais il faut l'acclamer, parce que pour l'instant, on est encore effectivement à penser qu'on sauve la nature, mais c'est la survie du genre humain, effectivement. Il y a un modèle économique, c'est- et vraiment, c'est à cette conférence qu'on se rend compte que ce modèle économique peut attirer des trillions de dollars nécessaires dans le changement des infrastructures et au fond, que la vie des gens va être changée parce que le modèle économique est désormais viable. Je trouve que c'est la première fois qu'on a cette prise de conscience. Ça n'est pas que de la philanthropie. L'éolien, maintenant, est devenu compétitif et moins cher que l'électricité d'origine nucléaire. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vous, actuellement la source d'énergie, hélas, la moins chère encore, c'est malheureusement c'est le charbon. Une centrale à charbon, ça se construit en 2 ans, et au prix où est il y a des stocks énormes de charbon, c'est encore là. Mais, vous avez raison, pas le solaire encore, le solaire thermique, mais l'éolien, de par les unités de très forte puissance, puisque c'est des machines de 6-10 mégawatts, des machines énormes, maintenant, deviennent vraiment compétitifs. Ça, Un tout petit peu, parce que l'aspect français, quand même, dans cette histoire, on a beaucoup dit que Macron, Merkel n'est pas là, Trump n'est pas là. Il y a un enjeu énorme pour la France. La France est le 2e émetteur mondial de green bonds. 2e. Ça veut dire, vous avez aussi le Brexit qui n'est plus là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la volonté de faire de Paris une place financière justement importante, fondée en grande partie sur ces affaires-là. C'est-à-dire, on pense que d'ici à quelques années, ces fameuses obligations vertes vont faire 15% des investissements internationaux, 15%. Et la France Paris veut essayer d'être la place financière centrale, et c'est aussi cette place-là que Macron est en train de viser pour le pays. C'est-à-dire, nous sommes ici le rendez-vous du financement des green bonds. On va continuer à en parler, on va écouter, puisque le thème quand même de ce sommet, c'était la finance verte, les investissements verts. On va écouter le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il était à notre micro CNews. Ce que souhaite le président de la République, ce que nous souhaitons tous, c'est que la France devienne leader en matière de finance verte, c'est-à-dire qu'elle propose des produits financiers qui vont vers le financement des énergies renouvelables, vers la lutte contre le réchauffement climatique, qui dit de la transparence de la part des banques, d'institutions financières, qu'elles disent très clairement, voilà où nous plaçons les économies des Français, les économies des Européens, et que ce soit évidemment vers des projets d'énergie renouvelable et de lutte contre le réchauffement climatique. La finance verte, c'est une clé absolue, parce que la transition écologique, ça coûte très cher, il faut des investissements, il faut de nouvelles structures de production d'électricité, il faut l'innovation, et il faut donc que la finance soit avec nous pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà, il faut que la finance soit avec nous pour lutter contre le réchauffement climatique. Et Lionel Zinsou, on en parlait tout à l'heure, l'ombre américaine. C'est important parce que depuis tout à l'heure, on a parlé de l'Europe, on a parlé de l'Allemagne, de la France. Évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur les États-Unis, même s'il y avait Arnold Schwarzenegger et d'autres personnalités présentes aux responsables politiques. Il n'y avait évidemment pas Donald Trump. On va écouter ce qu'en a dit l'ancien secrétaire d'État John Kerry à ce sujet. Notre président aux États-Unis a pris une décision qui n'est pas fondée. Elle n'est pas fondée sur des faits. Ce n'est pas basé sur la science. Ça ne repose sur aucune connaissance ou un héritage de faits. Ce n'est pas basé sur le bon sens. C'est une décision autodestructrice à des fins politiques. Certains ont beau la dénoncer, mais pour le moment, Donald Trump, il continue, il poursuit son chemin, il ne compte pas changer d'avis. Lionel Zinsou, vous qui voyez ça, je l'ai dit tout à l'heure, vous étiez Premier ministre du Bénin. Quand vous voyez un pays comme les États-Unis, tellement important sur ce sujet-là, qui claque la porte, est-ce que vous croyez encore qu'on peut mener la bataille sans les États-Unis? Sincèrement.
Écoutez, moi j'étais à la COP21, donc le Bénin est signataire du traité. Évidemment que le président Obama occupait une place considérable à la COP21 et son évolution par rapport à la doctrine américaine qui, franchement, à Kyoto, avait également rejeté l'accord, était une percée, de même qu'il y avait la percée chinoise. Enfin, c'était les choses qui étaient les plus frappantes. Évidemment, il y a un regret de voir la position américaine revenir d'une certaine manière. Plus qu'un regret, j'imagine. Au déni. Mais, je vous assure, on donnait ce matin un doctorat honoris causa à l'actuel gouverneur de Californie. Il y a quand même les maires, il y a les gouverneurs, des gouverneurs clés, mais surtout il y a les entreprises américaines, y compris les entreprises pétrolières. Et en effet, les actionnaires des entreprises pétrolières. Il y avait BlackRock qui parlait hier. BlackRock, il gère 4 000 milliards de dollars d'épargne du monde entier. Mais ils rendent des comptes aux épargnants et ils ont dit, nous aurons les grandes entreprises américaines dans notre viseur et elles ont pris des engagements et nous allons, assemblée générale par assemblée générale, vote par vote, faire appliquer en fait ces volontés d'une économie décarbonée. Mais quand vous avez les grandes entreprises américaines, y compris pétrolières, que vous avez les maires des grandes villes et les principaux États, c'est un substitut convenable à l'État fédéral. C'est beaucoup moins bien que s'il y avait l'élan Obama, mais c'est un substitut convenable. Donc, pour les Africains, voir les États-Unis perdre leur rôle de leadership au bénéfice de la France, au fond, est-ce que c'est si grave? Je vous rappelle que la France a le premier électricien au monde, qui s'appelle EDF, qu'elle a le premier gazier au monde, qui s'appelle Engie, qu'elle a les 2 premiers de traitement des déchets et des eaux dans le monde, qui s'appellent Suez et Veolia. Et après tout, ce serait relativement cohérent qu'elle soit également leader. Et vous avez vu que la BNP a été classée première banque en termes d'initiative dans le domaine de l'économie verte. Très bien de se gargariser. Est-ce qu'on est perçu ainsi? Non, mais la conclusion de tout ça, c'est quand même le succès planétaire, le mot doit être dit, du système capitaliste. Parce que hors du système capitaliste, comment pourrions-nous gérer cette crise du climat? Impossible. C'est un succès de la technologie et de la science fondamentale aussi. Oui, parce oui, que oui. Non, mais si le prix ne s'était pas effondré, vous n'avez pas, vous auriez eu du mal à attirer les financiers. financiers. Titre que de financement, il y a besoin du nerf de la guerre. Et finalement, c'est le système capitaliste. On a besoin du nerf de la guerre. On a aussi besoin, enfin en tout cas, il y a eu des appels, des paroles. On rejoint Loïc Signor qui est sur place pour savoir, Loïc, comment maintenant cet appel, ce choc des mots a été, des mots d'Emmanuel Macron, on perd la bataille, il faut se remobiliser. Comment ça a été perçu dans cette assemblée d'une 60aine de dirigeants tout à l'heure? Eh bien déjà, le président de la République a été très applaudi au moment où il a prononcé ces mots. Il a souligné aussi le fait que ces dirigeants qui se sont réunis aujourd'hui à Paris n'allaient pas forcément tous prendre la parole. C'est une première dans ce genre de sommet, une manière pour Emmanuel Macron de prendre à témoin cette assemblée, ces dirigeants, ces acteurs de grandes entreprises et aussi de la société civile, de les prendre à témoin et d'incarner, lui, ce leadership. Alors effectivement, cette initiative d'Emmanuel Macron, ce One Planet Summit, est bien accueilli ici, mais il ne faut pas oublier qu'il y a certains absents de marque, les représentants de plus haut niveau de la Chine, du Canada et de l'Inde, les 3 plus gros pollueurs, mais également évidemment des États-Unis avec Donald Trump qui n'a pas été invité, c'est important de le préciser. Seul un représentant de l'ambassade américaine est présent aujourd'hui à Paris pour ce sommet organisé par Emmanuel Macron. C'est une manière, on l'a dit tout à l'heure, pour le président de la République de prendre le leadership sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique. L'accueil a été très bon pour le président de la part des autres dirigeants. Il va falloir désormais s'entendre pour convaincre les autres, les absents notamment, de participer à cet effort de financement de cette transition énergétique. C'est tout l'enjeu aujourd'hui pour Emmanuel Macron, pour les mois et les années qui viennent, convaincre le plus de personnalités, le plus de pays possible, à la fois en dehors des COP, mais dans les COP suivantes, puisqu'il y en aura le multilatéralisme d'un côté, mais également les efforts de la société civile et des entreprises. C'est le but aujourd'hui pour le président de la République.
auront-ils tort sur ce sujet-là? On le verra bientôt. En tous les cas, les présents occupent la place. Et il y a toujours, Frédéric Dabi, parce qu'on voit les choses évidemment sous le prisme de notre scène politique intérieure, les questions politiques, parfois politiciennes, qui se posent. Quelle est l'image d'Emmanuel Macron Verdi, entre guillemets? Est-ce que c'est une conviction profonde? Est-ce que c'est une conviction de long terme? On va simplement rappeler qu'Emmanuel Macron va devoir, dans les prochaines semaines, prendre une décision relativement importante, en tout cas très attendue, sur le projet de Notre-Dame-des-Landes. Les Verts l'attendent. De nombreux... Nicolas Hulot l'attend aussi, Nicolas Hulot l'attend pour savoir s'il reste ou pas au gouvernement. En tous les cas, c'est à ce moment-là que va se jouer beaucoup de choses. Pour le Oui, il y a beaucoup de choses extrêmement importantes. Là, c'est peut-être plus une image internationale d'Emmanuel Macron qui se joue plus qu'une image environnementale, même si les deux questions sont tout à fait mêlées. De ce point de vue-là, la distinction par rapport à ses deux prédécesseurs se joue sur cet Emmanuel Macron qui apparaît en leadership, qui apparaît en continuité, parce que ça, ce que l'on voit, c'est la continuité de sa première prise de position, sa réaction nocturne. Il était presque minuit lorsqu'il a réagi à la décision de Donald Trump. Alors, il y a un piège. Les Français le suivent dans notre baromètre IFOP fiducial pour Match. On a que sur sa dimension internationale, il est à un niveau jamais vu depuis la création de ce baromètre. 3/4 de soutien. Mais attention au retour de bâton sur le mode. Vous délaissez les questions socio-économiques, vous délaissez les questions internes. Notre-Dame-des-Landes, pourquoi pas, qui sera quelque chose d'extrêmement tendu et pas seulement dans l'écosystème de la Loire-Atlantique, il y aura des conséquences politiques. Vous délaissez ces questions pour de la représentation internationale. Les Français laissent à Emmanuel Macron ce qu'ils n'ont laissé ni à Nicolas Sarkozy ni à François Hollande. Ils lui laissent du temps. Mais il reste très impatient s'agissant des résultats. Des résultats, des décisions à prendre. On termine peut-être là-dessus. François Dorcival, la décision sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. On va avoir un rapport qui va être remis par un médiateur. C'est vrai que la décision est très attendue d'un point de vue écologique, mais également pour l'aéroport, mais surtout politique. Et naturellement. Est-ce que Emmanuel Macron va reculer ou pas? Nous le saurons. Qu'est-ce que ça veut dire reculer? Le problème est là. Politiquement, pour le moment, ce que l'on a comme impression, c'est que le rapport préconiserait de moderniser l'aéroport Nantes-Atlantique et de ne pas faire Notre-Dame-des-Landes. Très bien. Donc, ce serait déjà une prise de position de sa part. Mais il préconiserait aussi, et ce serait une conséquence logique, de nettoyer la ZAD. Et là, on entre dans une épreuve politique et d'ordre public. Or, c'était ce motif-là qui conduisait à dire on ne fera pas Notre-Dame-des-Landes. Nous aurons l'occasion d'en parler, de suivre cette décision. Lionel Zinsou, vous allez clore cette parenthèse, ce sommet plutôt satisfait? Encore un peu inquiet et en attente, parce que c'est bien d'avoir sécurisé des ressources immenses. C'est bien d'avoir pris le sens de l'urgence. Mais ce sont de petits projets qui demandent action et qui ont beaucoup de mal à rencontrer de grandes institutions, de grands fleuves financiers. Et c'est un art d'exécution. On a beaucoup parlé d'exécution. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore la preuve qu'on sait financer le village à électrifier, qu'on sait financer la digue qui va sauver une lagune, parce que ce sont d'assez petits projets que de grandes institutions ont du mal à repérer et ensuite à financer dans des conditions économiques. Donc j'ai un point d'inquiétude. Merci en tous les cas de vous avoir exprimé tout cela sur notre plateau. Merci à vous tous. Les Voix de l'Info, restez avec nous. Dans quelques instants, tout autre sujet, l'actualité politique. L'un arrive et a gagné, Laurent Wauquiez, l'autre claque la porte et part, Xavier Bertrand. Et maintenant, que va-t-il se passer? Notre invité politique nous le dira, on lui posera de nombreuses questions. Valérie Boyer à suivre pour l'interview. C'est la porte-parole des Républicains. A tout de suite en direct sur CNews.